arrive en octobre-novembre, donc forcément des plus basses températures, potentiellement peut-être même de la neige. À certains sommets à 1007, il neige, hein. Donc il y a ce petit point-là, cet aspect un peu météo froid qu'il faudra bien prendre en compte, c'est-à-dire que plus de poids sur nous, plus de vêtements, plus de choses. Deuxième chose, bah, ça peut être ce dernier en fait passage que je n'ai pas effectué de 62 à 70, que je ne connais pas en fait au final. Donc hâte de voir un peu ce que ça va être. Toujours cette excitation de découvrir un nouveau terrain et d'aller jusqu'au bout, jusqu'au lac au final. Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Joies du sport. Aujourd'hui, je reçois Antoine Tripot qui vient nous parler de son prochain défi, une traversée entre Chambéry et Annecy à pied, soit près de 70 km et plus de 3800 mètres de dénivelé, qu'il réalisera en autonomie en une journée. Mais ne perdons pas plus de temps et allons tout de suite à la rencontre de Antoine qui va nous parler de ce sujet et de son parcours sportif. Salut Antoine, comment tu vas? Eh ben, Alexandre, je vais très très bien et je te remercie pour ton invitation. Ça me fait plaisir. Bah, écoute, ça fait plaisir de pouvoir échanger sur, ce projet, sachant que c'est une deuxième tentative. Bon, ça, on le découvrira un petit peu par la suite, c'est un petit peu un peu spoil que je fais là. Mais avant tout ça, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, dire qui tu es et quel a été le premier sport qui t'a passionné? Bien sûr, bien sûr. Et ben, moi, c'est très simple. Je suis originaire de la Haute-Savoie. Je pense que c'est important de le dire parce que ça va driver la conversation et nos discussions aujourd'hui. Avant toute chose, je suis un passionné. Je fonctionne beaucoup à la passion. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un d'extrême. Tout ce que je fais, je le fais de façon extrême. Donc, si je dois travailler, ce sera travailler très dur, travailler très fort. Si je dois faire du sport, bah, ce sera du sport très dur, très fort. Mais si je dois me reposer, ce sera du repos très fort et très dur. Donc, c'est beaucoup drivé à la passion, à l'émotion, à la sensation. C'est vraiment ce que je recherche aujourd'hui. Mais c'était pas ce que recherchait le Anton Tripose d'avant. C'est vrai qu'il y a de nombreuses années, quand j'étais plus jeune, où j'étais plutôt perdu. Je pense que ça définit pas mal ma situation d'avant. Je ne savais pas ce que je voulais faire, je ne savais pas ce que j'aimais vraiment faire ou quoi que ce soit. Et donc, comme beaucoup de jeunes hommes de mon âge à l'époque, j'ai commencé le football. Ça a été le premier sport, j'aimais bien ça, parce que individuellement, bah, je me démarquais pas forcément. Et d'ailleurs, on le retrouve aussi dans toutes les autres matières en cours ou autres disciplines. Je n'étais jamais vraiment en tête de liste ou dans le podium. J'étais vraiment quelqu'un assez neutre dans mes moyennes, dans mon niveau de sport. Et dans le foot, ça m'allait bien. Parce que du coup, ça dépendait pas que de moi, ça dépendait un peu de toute l'équipe. Donc le sport collectif, j'aimais bien ça et je prenais quand même goût au foot. Donc je me suis mis là-dedans et j'ai bien apprécié ça à l'époque. Et au fur et à mesure des années, c'est vrai que mes aspirations ont changé. J'ai commencé à définir un peu plus ma vision, savoir ce que je voulais faire, ce que je ne voulais absolument pas faire aussi. Je pense que c'est surtout comme ça qu'on définit où on veut aller, mais pas en qu'est-ce que je veux faire, mais en qu'est-ce que je veux pas du tout faire, en éliminant ce qu'on veut pas faire. Et au fur et à mesure du temps, bah, je me suis retrouvé à être passionné, je dirais même obsédé par les sports d'endurance, le trail, le cyclisme, l'aventure et l'exploration au sens large en fait. Alors, comment tu passes du foot, où c'est un sport plutôt explosif, où on va faire évidemment courir, mais plus sous forme de fractionné, à du sport d'endurance? Qu'est-ce qui te fait déjà découvrir pour la première fois ce type de discipline? C'est un très bon point. Alors déjà, il faut savoir que moi à l'époque, euh, j'ai un lien familial qui est très fort, très puissant. Et mon père justement, tous les samedis, on les passait ensemble les week-ends, même quand j'étais en études d'ailleurs, je revenais le week-end en Haute-Savoie, et tous les samedis, mon père me proposait d'aller courir avec lui. Et tous les samedis, je refusais d'aller courir avec lui en trouvant des excuses. Chaque semaine, c'était une nouvelle excuse. Parce qu'au fait, au fond, avec le temps maintenant, j'ai compris, j'avais peur de courir parce que je n'étais pas bon, parce que je ne maîtrisais pas ça. Et donc pendant une dizaine, quinzaine d'années, j'ai vraiment coupé tous les sports d'endurance, tout ce qui me mettait dans cette sensation en fait désagréable d'être pas bon, d'être mauvais, je les ai mis de côté en fait. Donc c'est pour ça que j'ai jamais eu de lien, de vrai lien avec les sports d'endurance, la course à pied, ce genre de choses, parce que j'étais pas bon et je voulais pas affronter ça. Et donc, bah, je créais pas de lien non plus avec mon père qui lui aimait bien la course à pied depuis tout petit. Mais voilà, j'ai fait du football et puis un jour, en sortant d'un entraînement, et j'ai mon cœur qui bat à 200 BPM et qui ne s'arrête pas, comme si j'étais en sprint pendant 2 heures après l'entraînement. Et en fait, on fait des tests, on fait des analyses, je vais à l'hôpital le soir même, on se rend compte qu'il y a un problème dans mon cœur avec un filament en fait, qui conduit le rythme cardiaque en trop. Donc une opération doit être faite, je suis opéré directement, vraiment c'est instantané quoi. J'ai rien le temps de comprendre parce que j'avais pas eu de signaux avant, c'était toujours comme ça, mais j'avais jamais remarqué ou senti. Et donc je suis opéré du cœur et je remets pas mal de choses en question à ce moment-là. Je baisse un peu ma quantité de sport, plus trop d'envie de faire des choses, mais je continue à faire un peu de football. Mais là où ça a vraiment changé,
c'est un endroit qui est très marquant dans ma vie. C'est qu'en fait, j'ai eu un Erasmus en Finlande. Donc, je suis parti vivre 6 mois en Finlande. C'était en 2019-2020. Covid, qui a d'ailleurs impacté beaucoup de choses. Et en fait, à ce moment-là, j'ai vécu pendant 6 mois dans un immeuble avec 150 personnes du monde entier. Et je me suis senti, on va dire, à l'apogée de ma vie, parce que j'avais des sensations, des émotions que j'avais jamais ressenties avant. Je me sentais important, je me sentais bien, je rencontrais de nouvelles personnes, c'était génial. Et quand le Covid est arrivé, ma famille m'a appelé, m'a dit Antoine, on ne sait pas ce que c'est, parce qu'au début on ne savait pas ce que c'était, on ne savait même pas la gravité de ce qu'était le Covid. M'a dit Antoine, tu dois rentrer en France. Et donc j'ai été rapatrié en France et je me suis retrouvé, en fait, je suis passé de me sentir important avec 150 personnes du monde entier, à faire plein de choses, à être dans ma chambre tout seul. Et c'est là où en fait j'ai compris quelque chose de super important dans ma vie qui a tout changé, c'est que mm, mon niveau de bonheur, de satisfaction, d'accomplissement, de sensations et d'émotions que je ressens ne doit pas dépendre de comment les autres me voient ou me perçoivent, mais comment moi je me vois et je me perçois. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais attends, mais non, je ne dois pas dépendre en fait des autres. Je dois travailler sur moi. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, ok, bah, je vais commencer la musculation. Je vais commencer à faire un peu de sport. Je vais commencer à faire des choses qui me sortent un peu de mon confort. Et c'est là aussi où j'ai commencé à avoir un peu cet esprit de créativité qui m'a mené à avoir un grand parcours dans l'entrepreneuriat. Et donc, cette période-là de 2020, Covid, elle a impacté beaucoup de monde et elle m'a aussi impacté de cette façon-là. Et au fur et à mesure du temps, et je me suis un peu amené à faire plus de sport, de musculation, d'autres choses, jusqu'à une expatriation en Suède, où je suis allé vivre 2 ans en Suède après la Finlande. Et en fait, pendant cette période-là, j'avais monté une entreprise en 2021, plus mon CDI, où je travaillais chez Volvo, au siège social de Volvo en Suède. Et je travaillais tellement en fait que je suis monté à 95 kilos. Moi qui étais de base vraiment en bâton, en morphologie en bâton, très skinny comme on dit. Et à ce moment-là, du coup, je monte à 95 kilos. Et il y a une anecdote que je me rappellerai toute ma vie, c'est qu'en fait, on part en voyage avec mes parents et mon frère. Je les emmène en Laponie, donc le haut de la Suède. C'est un endroit juste magique. Je recommande à tout le monde d'y aller. Et on fait le fameux sauna bain froid. Et en sortant du bain froid, je me jette un seau d'eau dans la tête. Et mon frère me filme à ce moment-là. Donc c'est génial, on passe un moment, puis mon frère me montre la vidéo. Et c'est la première fois depuis presque un an que je me voyais sur une vidéo de quelqu'un d'autre. Et en fait, j'ai été déçu de me voir parce que j'étais gros, 95 kilos. Je ressemblais à pas grand chose. En tout cas, je me plaisais pas moi personnellement. Et là, ça a fait un switch dans ma vie. Je me suis dit, ok, on arrête tout, on change tout. Donc j'ai changé mes projets entrepreneuriaux. J'ai décidé de commencer la course à pied de un pour commencer à perdre du poids parce que je faisais 95 kilos et de 2 pour recréer un lien avec mon père. Et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai signé pour un premier semi-marathon avec mon père, on l'a fait tous les deux, puis un premier trail, puis j'ai perdu 15 kilos. Et puis j'ai commencé à me dire, mais en fait, je suis peut-être pas mal, pourquoi pas pousser. Et donc j'ai commencé à prévoir un plus grand trail, à faire des petites aventures, à partir à Clermont-Ferrand, essayer de faire tous les volcans d'Auvergne. Donc j'ai fait 50 km et 1900 mètres de D+, c'était ma première aventure en autonomie. J'ai adoré ça, et puis j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. OK, bah, vraiment un sacré, en tout cas, parcours. Tu as bien commencé, en tout cas, par la route, le trail, comme tu dis. Et dans ton parcours, ce que je me questionne, c'est est-ce que finalement, tu es plus quelqu'un dans la compétition ou dans l'aventure? Parce qu'on voit que là, tu nous parles avec passion quand même de traverser des volcans d'Auvergne. Bah, le projet, là, c'est aussi une aventure, c'est un projet Bien off. sûr, totalement. Et qui sont des projets, enfin, moi, je faisais un peu plus personnel, avec Mhm. plus de travail, de préparation dessus. Alors pas forcément physique, mais en termes de gestion de l'événement. Toi, tu te considères quoi comme, aventurier, sportif, compétiteur? Aventurier compétiteur. Non, si tu veux, ma compétition est née avec mon frère. Moi, j'ai un frère, ça a toujours été la compétition entre nous, que j'ai retrouvé aussi au football, mine de rien, même si c'est un sport collectif, j'avais quand même cette compétition, j'avais toujours envie de gagner. Et donc, en fait, non, je pense qu'au fond de moi, j'ai toujours été compétiteur. Mon père l'est aussi, donc j'ai dû prendre ça de lui. Et aventurier, j'ai eu la chance avec mes parents de beaucoup voyager déjà avec eux. Et j'ai pris goût à ça et j'ai continué de le faire. À mes 25 ans, j'avais déjà voyagé dans plus de 28 pays. Euh, donc c'était un gros paquet d'exploration et d'aventure et j'ai toujours aimé ça. Ça a toujours été en moi en fait. L'aventure et la compétition, ça a toujours été en moi. Ce n'est pas venu au fur et à mesure, ça a toujours été en moi seulement. Et j'avais pas, on va dire, le moyen de l'exploiter ou de le faire ressortir de moi. Et donc là, ces dernières années, j'ai pu utiliser, on va dire, ce qui était au fond de moi et de mettre en application. Donc bon, je vais avancer un petit peu dans la chronologie, mais là, récemment, tu as fait le marathon du Loch Ness. Juste un petit mot sur, pourquoi ce marathon-là? Sachant que bon, les marathons, effectivement, il y en a un petit peu dans toutes les villes, tous les endroits. Parle-moi aussi un petit peu de cette expérience, en tout cas marathon, que tu as fait il y a
quelques, peut-être 1 ou 2 semaines si je me trompe pas. C'est ça, exactement. Alors avant toute chose, je tiens à dire, pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour faire un marathon. Il y a des très beaux marathons en France, qui sont géniaux, qui sont magnifiques, qui permettent de découvrir plein de belles villes. Donc je recommande à tout le monde d'en faire aussi en France. Mais moi, pour la petite anecdote, c'est qu'en fait, j'ai commencé par la course à pied, donc le goudron, le sol. Et au fur et à mesure, je me suis lassé, on va dire, de la course à pied et j'ai commencé à tomber amoureux de la nature, parce que j'adorais la nature. Donc le mélange nature plus course à pied, donc le trail, l'aventure, l'exploration, c'était ça en fait, c'était l'essence même de ce que je recherchais. Et donc on s'est dit avec mon père, pour clôturer, on va dire, cet arc course à pied, autant faire ce format magique du marathon pour finaliser le lien qu'on a créé ensemble avec mon père. C'était un peu notre challenge père-fils. Et on s'est dit, pour rendre ça encore plus magnifique, pourquoi pas le prévoir dans un endroit atypique qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais exploré. Et c'est là où on a commencé à regarder à l'étranger. Et puis on a tombé sur le fameux lac du Loch Ness en Écosse, avec sa légende du monstre du Loch Ness. Et on s'est dit, pourquoi pas en fait, pourquoi pas aller en Écosse, découvrir cette partie des UK, et en même temps découvrir ce marathon du Loch Ness et de clôturer cette belle aventure qu'on aura commencé ensemble. Et ce marathon, alors, au niveau des paysages, ça donne quoi? Puis après aussi au niveau un peu de la performance et puis du ressenti, pour toi, c'était ton premier marathon ou tu avais déjà C'était fait l'exploration? premier marathon officiel, mais j'avais déjà fait des distances plus grandes que le marathon en trail, mais je n'avais jamais fait de marathon officiel. Ouais. Donc premier Ok, marathon. très sur route. C'est ça. C'est ça. Et donc, non, l'Écosse, c'est exceptionnel. C'est un pays qui est assez drôle. On a ce mélange culturel qui est assez fort, avec beaucoup d'alcool aussi, mine de rien, qui est ancré dans le pays. On ne se rend même pas compte à tel point que c'est ancré, parce que on est arrivé à l'hôtel. Dans la chambre d'hôtel, ils t'offrent une bouteille de whisky avec des Ah Ferrero ouais. Rocher. Comme ça. Et dans la salle de restauration de l'hôtel pour prendre le petit déjeuner, à côté du porridge et du flocon d'avoine et du fromage blanc, il y a une bouteille de whisky, pour prendre un petit Dijon le matin si on souhaite avec le porridge. Avant le marathon. Parfait. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, sinon les paysages sont assez exceptionnels. Le lac du Loch Ness, c'est incroyable, très froid. En été, il ne dépasse pas les 14 degrés en termes de Ok, température ouais. d'eau. Donc c'est un lac qui est très très froid. Et sinon, c'est magnifique en fait. Énormément de nature, peu de civilisation. Et surtout que dans les montagnes, il y a des alpagas, des vaches écossaises aussi. C'est des animaux qu'on n'a pas l'habitude de voir en France. Et franchement, c'était assez cool, parce qu'au final, ce marathon-là, il est plus on est sur route, bien sûr, mais on est entouré de nature. Et on va finir dans la ville uniquement à la fin quand on arrive à Inverness. Ok. Ah, donc Et en sinon, tout en cas, termes de une belle performance, d'ailleurs, expérience. excuse-moi Alexandre, je visais un objectif qui était assez ambitieux selon moi pour un premier marathon, qui était le 3h30, sub 3h30. Donc j'avais monté tout un plan, une stratégie nutritionnelle, une stratégie d'allure, j'avais tout conçu correctement. Pas trop de préparation mine de rien, parce que j'étais en prépa trail pour mes différentes traversées et explorations. Et donc j'ai fait quelques courses sur le goudron 1 semaine à 2 semaines avant le marathon. Et pour autant, j'ai pu clôturer ça avec un 3h26, 3h27. Ah, bon, félicitations en tout cas sous l'objectif que tu t'étais fixé. Donc Totalement. belle, en tout cas, belle performance. En termes d'allure, ça correspond à quelle allure Ça trois correspond à du trente. 4,54. Ok, donc en dessous un peu plus rapide que 12 km/h à peu près. C'est ça. C'est Ouais, ça? c'est ça. Exactement. Ok. Pour avoir une idée un petit peu pour ceux peut-être les cyclistes qui nous Ce qui écoutent, parle qui ne parlent chiffres. pas en minutes par kilo, ça permet de pouvoir avoir une vue d'ensemble, en tout cas sur cette performance qui est effectivement quand même pas moindre, sachant que tu prépares plus, en tout cas des courses sur sentier que des courses sur route. D'ailleurs, on va pouvoir aborder ce sujet alors donc de ton projet off, qui est de rallier Chambéry à Annecy par les sentiers, qui fait environ 70 km de longueur. Où est-ce que tu es venu l'idée de faire cette traversée entre les deux Savoies finalement? Ouais, c'est une très bonne question. Dans un premier temps, j'avais toujours envie de prévoir des aventures. J'adore ça. Exploiter, on va dire, mes limites et mes capacités à pouvoir endurer de longues distances ou un grand effort, tout en découvrant un nouveau paysage. C'est pour ça que j'avais fait déjà cette première aventure en Auvergne, sur les volcans, les puits, qui étaient exceptionnels. Et j'avais envie de refaire quelque chose d'autre. Et en fait, je suis tombé sur le parcours d'Antoine Clément, qui est assez connu justement pour cet amour pour l'exploration et l'aventure, et qui avait fait un parcours assez similaire sur Chambéry-Annecy, mais pas par le même passage. Et je me suis dit, c'est à côté de chez moi, ce serait sympa de faire quelque chose d'assez similaire. Et cette aventure a été d'autant plus importante pour moi, c'est qu'en fait, à mes 17 ans, j'avais envie de quitter la Haute-Savoie
pour partir en ville, parce que je pensais qu'elle allait avoir plus d'opportunités et que ça allait me permettre de pouvoir être un tremplin pour ma carrière. C'est ce que j'ai fait. À 17 ans, je suis donc parti 3 ans à Chambéry, puis des années à Lyon, en Suède à Gothenburg. Donc j'ai vécu la ville, je suis devenu civilisé, on va dire, et jusqu'à que mon amour et mon obsession pour l'aventure et l'exploration reviennent. Et c'est là où j'ai décidé de faire un comeback en Haute-Savoie, de revenir aux sources dans mes montagnes, et où je me suis rendu compte en fait que j'avais une chance inouïe d'être né là et d'avoir toute cette belle nature à côté de moi. Et donc de revenir m'installer en Haute-Savoie et de prévoir cette aventure, c'était symbolique en fait. C'était vraiment la traversée qui marque mon retour en Savoie, Haute-Savoie, chez moi, aux sources. Donc en tout cas, c'est une traversée, on l'avait juste parlé rapidement en introduction, que tu as déjà tenté. Donc, bon, qui dit tenter, évidemment, il y a eu un échec, un abandon sur cette traversée. Est-ce que déjà tu pourrais Totalement. nous en parler de cette première tentative? Bien sûr. Alors cette première tentative elle a été effectuée cette année, le 19 juillet donc 2025. L'objectif était de relier Chambéry jusqu'à Annecy. Et on avait prévu de le faire à deux en fait, cette aventure-là. Donc avec un ami qui est aussi sportif, principalement randonneur, on s'était dit bah pourquoi pas se lancer un défi et de le réaliser ensemble. Et donc on a prévu tout ça. Alors moi ce que j'aime bien, c'est que je suis quand même, alors même si j'ai pas de passé ingénieur mathématique quoi que ce soit, j'adore les stats, j'adore la data et j'adore prendre du temps en amont pour travailler sur ce que je vais faire. Donc là en l'occurrence, j'avais concocté vraiment tout un plan, une stratégie, mais aussi le parcours parce que ce que j'aime aussi dans l'aventure, c'est que pas tout n'est prévu. Quand on va sur une compétition, parce que j'en ai fait beaucoup aussi entre elles, bah, le chemin est prévu, il y a des ravitaux, il n'y a pas besoin de savoir où on va trouver de l'eau, où on va trouver de la nourriture, par où on doit passer, si ce chemin est praticable, si ce chemin est plus praticable. Parce que très souvent, quand on planifie des randonnées, des trails sur Maps ou des maps assez classiques, bah, il y a des chemins qui n'ont pas été pratiqués depuis 3 ans et qui sont plus praticables aujourd'hui, mais elles sont encore notées comme praticables sur les applications. Donc il y a plein de choses à prendre en compte que j'adore. Et donc moi j'utilise des outils comme Komoot, comme Google Earth, plein d'outils comme ça et je vais cross en fait des maps pour vraiment m'assurer d'avoir le meilleur parcours possible. Et je vais regarder des personnes qui l'ont déjà fait potentiellement ou des segments, des choses. Je vais vraiment mixer plein de data et retracer en fait le chemin le plus idéal pour pouvoir faire cette traversée. C'est ce que j'ai fait. Donc j'ai bossé ça sur plusieurs jours pour faire cette traversée-là. Je pourrais te donner le lien justement Google Earth et Komoot de ce que j'avais tracé, qui est super intéressant. Et j'avais du coup aussi utilisé une map qui me permet de savoir où sont tous les points d'eau, parce que quand on va passer plus d'une journée à courir, randonner, et ben, il faut savoir où on va reprendre des forces, parce que le but c'est de prendre le moins de poids possible, pour être le plus léger possible, pour être le plus rapide possible, mais il faut aussi penser à pouvoir à avoir de quoi s'alimenter, savoir boire, et donc il faut regarder où sont les points de, les points d'eau, il y a plein de choses à prendre en compte, et j'adore ça. Donc j'avais fait le travail en amont. Et le jour même, le première erreur qu'on a fait, c'est qu'en fait, on avait prévu un Airbnb à l'arrivée. Donc, en fait, on vient en transport jusqu'à Chambéry, on commence le matin dès qu'on arrive, et le soir, on avait un Airbnb pour le coucher, quoi. Ce qu'il aurait fallu faire, avec l'expérience maintenant, c'est le faire le matin. Pourquoi? Parce que la veille, on aurait pu dormir directement à Chambéry et partir beaucoup plus tôt. Mm. Dans ce genre d'aventure, il faut partir à 4 heures, à 5 heures. Là, on est parti à 9 h 8 heures. Donc c'était déjà le premier point qui a enchaîné pas mal de points négatifs par la suite. Et donc on est parti à 8 h 9 h, tout s'est bien passé, on commence directement à Chambéry par le Mont Renard, non, pardon, le Croix du Nivolet, qui est une randonnée qui est exceptionnelle. Donc on l'a fait de façon assez dynamique, on arrive en haut, c'est génial. Et en fait, ce qui va vite se passer, c'est que dès qu'on a passé la Croix du Nivolet, qui est à 1547 mètres d'altitude, il se met à pleuvoir. Mais une pluie torrentielle, des arbres arrachés, on ne voit strictement rien. Et ça a duré pendant 1 à 2 heures. Et à tel point qu'en fait, j'avais des messages, parce que j'avais fait quelque chose avec ma communauté, c'est que j'avais mis un live tracking pour que tout le monde puisse me suivre dans l'aventure. Et je recevais des messages en fait de tout le monde qui me disaient Antoine, il y a la tempête, faut stopper, faut arrêter. Donc c'était un peu chaotique sur place, mais c'était magnifique parce que c'était l'aventure au final. Hein. Donc on a essayé d'éviter les points trop, même si on n'est pas forcément en grande altitude, on a essayé de se protéger un minimum. Dans tous les cas, on était trempé de la tête aux pieds, on a dû subir ça jusqu'à la fin. Mais on a passé cette épreuve-là, la pluie s'est arrêtée, la tempête s'est arrêtée, on a continué. Et donc on continue sur tout le chemin, ça se passe plutôt bien, jusqu'à qu'on arrive vers la grosse descente où on passe en fait vraiment de la Savoie à la Haute-Savoie. La Savoie à la Haute-Savoie, elle est vraiment délimitée par une grosse descente, on arrive sur la route, et là on commence directement Semnoz.
Et donc Semnos, c'est le deuxième gros Mm. sommet où là on va monter aux alentours de 1700 mètres d'altitude, parce qu'on revient tellement bas en fait qu'on fait une traversée qui est énorme. Et à ce moment-là, on l'a fait bien et en fait on commence à avoir beaucoup de fatigue mentale, beaucoup de fatigue musculaire qui s'accumule. Il commence à être tard. Je crois qu'on arrive en haut de Semnos, il doit être déjà il faisait nuit, donc il doit être 20h, 21h. Donc il commence à être beaucoup trop tard par rapport au plan. Ça commence à faire mal. On continue, on pousse dans les réserves, on cherche de l'eau, on cherche de la batterie, parce qu'on n'avait plus de batterie ni dans les batteries, ni dans le téléphone. Ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte. Et on continue, et en fait, on arrive vers la fin de la traversée entre Semnoz et vraiment le lac d'Annecy. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Parce que il fait nuit, complet. Oui, on a des lampes torches, mais on ne connaît pas le chemin. Est-ce qu'on prend des sentiers ou est-ce qu'on prend la route et on fait tout droit et on court? Et l'erreur qu'on a fait, c'est qu'on a choisi ce qui était peut-être en fait le plus intelligent au final, c'était la route, parce qu'on n'a pas besoin de réfléchir et on va tout droit. Sauf qu'en fait, après 12 heures d'effort, après d'avoir subi une tempête, en étant dans la nuit, le cerveau en fait, la seule chose qui va réfléchir et qui va penser, c'est combien de temps il me reste. Et du coup, le cerveau, il va commencer à calculer en fait. Ok, si je marche à telle allure, si je cours à telle allure, il va me rester tant de temps, tant de kilomètres. Et ton cerveau, en fait, il va faire que ça, que penser à ça, que penser à combien il me reste. Et là, le mental, c'est là où vraiment il va creuser. C'est qu'en plus, il n'y a plus de discussion entre moi et mon collègue. On fait que de réfléchir, que de penser à combien de temps il nous reste. On va arriver à 1 heure, 2 heures, on calculait. Et en fait, là, le mental, il prend un coup bas. Et au 62e kilomètre sur 70, on a le malheur en fait d'abandonner. Euh, une voiture passe et nous ramène du coup au lac d'Annecy. On ne pouvait plus avancer. Le mental était vraiment plus là. C'est le mental qui a, qui a abandonné avant le physique. Hein. Et ça a été la fin de cette belle aventure, terminée à 85% malheureusement. Ah, il restait presque finalement que le plus facile et le plus dur à la fois, qui était, je pense, plus ou moins du plat sur route. Mais c'est quand, voilà, comme tu dis, hein, quand ça veut plus, ça veut plus. Après, c'est quand tu m'as dit parler de la route, moi, c'est vrai, le premier truc que j'ai pensé, c'est que tu as vite fait de trouver des plans B plus facilement pour rentrer quand ça se passe mal. Alors que c'est vrai, quand tu es un Totalement. peu au milieu de nulle part, et que tu dois redescendre une montagne, de toute façon, dans tous les cas, tu dois descendre. Donc, le problème, le plan A, c'est le seul plan qui existe. Et c'est vrai que quand tu as des plans B qui s'offrent à toi, des fois, si mentalement, ça commence à devenir compliqué, c'est plus facile en tout cas de craquer. Donc, j'imagine en tout cas que pour un point qu'on n'avait pas abordé, c'était Mhm. à quelle période que tu as fait cette première tentative? C'était le 19 juillet. Donc 19 il juillet. faisait assez chaud. Ouais, il faisait assez chaud la journée, mais bon, avec la tempête après, voilà quoi, c'était tout autre. C'était tout Et autre. là, en tout cas, cette prochaine tentative, ça va être, je ne sais pas si tu as une date de départ, mais tu m'avais parlé comme octobre. C'est Alors, ça. je sais, Mhm. c'est toujours en tout cas Je reste. maintenu. L'avantage, c'est que je suis encore assez flexible. Et je vais vraiment me faire par rapport à la météo, par rapport à tout Mm. ça. Je veux vraiment que toutes les conditions soient bonnes. Donc, je me laisse fin octobre, début novembre, grand maximum sur les week-ends pour réaliser l'aventure. Donc, en tout cas, dans les grandes problématiques que tu as rencontrées, bon, c'est la météo, ça. Donc, de par ta flexibilité, tu vas essayer de contourner ce problème. Tu me parlais du Airbnb au niveau de l'arrivée. Donc, j'imagine que ça, tu vas changer tes plans. Et par contre, pour tout ce qui est de gestion de batterie, ça, comment tu comptes faire? Alors ouais, donc si je récapitule très rapidement les choses que je dois améliorer, la première chose qui peut paraître un peu contre-intuitive, bah, c'est que la prochaine fois je le ferai seul, complet. Parce qu'à deux, même si on était totalement en autonomie tous les deux, en fait, on dépend beaucoup de la performance de l'autre. Donc lui va dépendre de mon niveau à moi, de mon niveau en montée, en descente, quoi que ce soit. Et moi, je vais dépendre aussi de la sienne. Et ça peut être bien, parce qu'on va parler, on va faire des choses. Mais j'ai vraiment envie de faire cette deuxième tentative seule. Ça, c'est le premier point que je vais changer. Deuxième chose, c'est qu'on est parti beaucoup trop tard. Et ça, c'était une évidence. Et c'est bien qu'on fasse cette erreur-là pour s'en rendre compte. Quand on fait une aventure comme ça, on part jamais à 8h, 9h. Il faut partir à 4h, 5h pour avoir le plus de temps possible en fait en journée. Et la nuit est fatale en fait. On le sait très bien. Et on le voit encore à chaque UTMB chaque année. Les passages à nuit, tout se passe, quoi. Il y a des remontadas, il y a des gens qui abandonnent. Tout se passe la nuit parce que le cerveau est vraiment à son point le plus bas et le plus proche de potentiel abandon, de potentiel blessure, de potentiel tout. Donc, partir le plus tôt possible. Deuxième chose. Ensuite, on a les batteries. En effet, c'est que j'ai pris mon téléphone, étant donné que je faisais du live tracking, étant donné que si je documentais un peu cette traversée, la batterie a plongé, ma batterie supplémentaire aussi, et donc j'ai dû recharger à un moment dans un chalet. J'ai eu la chance de trouver quelqu'un qui fermait le chalet justement d'alpage et de pouvoir recharger un petit peu la batterie de mon téléphone et continuer à l'avoir. Donc j'aurais dû prendre, à mon avis, deux batteries supplémentaires.
donc, pour recharger mon téléphone. Et sinon, au niveau de l'eau, on avait bien géré, on avait bien déterminé les points d'eau, donc il n'y a pas eu vraiment de problème par rapport à ça. Et puis, en soi, la tempête, la pluie, c'est pas vraiment quelque chose qui est fatidique. Je veux dire, c'est la nature, on ne peut pas contrôler ça. Euh, une personne qui est en compétition, elle va pas décider de la météo qu'elle va avoir, elle va pas décider s'il y aura de la boue, elle va pas décider s'il y aura du tonnerre, de la neige, quoi que ce soit. Donc ça, je le prends pas vraiment comme quelque chose que je dois soigner ou corriger la prochaine fois. C'est un aléa et c'est tout. Par contre, il y a des choses beaucoup plus importantes que j'aurais pu changer pour vraiment avoir un impact sur ma performance, ça c'est sûr. Et petit retour ouais, sur cet abandon. C'était quoi ta réaction à chaud? Parce que là, effectivement, on est quelques mois après. Alors, je ne sais pas quand est-ce que le projet de nouvelle tentative a émergé au fond de toi, mais c'est que là, on a je pense que tu as un esprit quand même revanchard sur en tout cas cette traversée. Mais au moment où tu abandonnes, tu montes dans la voiture, dans ta tête, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est une très bonne question. En fait, c'est un mélange de soulagement, de te dire, ok, c'est terminé, et en même temps de te dire, je vais regretter de ne pas aller plus loin, de ne pas avoir mis le pas en avant et d'avoir continué. Et en fait, au moment où je rentre dans cette voiture, je sais pertinemment qu'il y aura une revanche. C'est instantané, c'est une évidence. J'y doute pas une seconde. Mais voilà, il y a ce mélange en fait entre satisfaction que ce soit terminé, que la douleur mentale et physique est terminée, et en même temps de te dire ah c'est dommage, ah je reste sur ma faim, je reste sur mon truc, ah je dois revenir, je vais revenir. Donc c'est ça. Dans cette nouvelle traversée, si, admettons, ça se passe un petit peu, en tout cas dans le même état mental, est-ce qu'à ce moment-là, tu vas quand même faire le forcing coûte que coûte, ou finalement tu accepteras ouais, de passer à côté encore une autre fois, sachant qu'on parle quand même de bon, là, 70 km, mais quand on fait quand même 62 km traversée avec du dénivelé comme tu as fait, ça reste une très belle performance. Hein. Faut pas, là, on parle parce que voilà, c'est toujours important d'arriver à réussir ses objectifs. C'est vrai que c'est une émotion supplémentaire. Mais si on prend juste la distance, le dénivelé, le fait de passer une journée dehors, avec tous les aléas que ça comporte, ça reste une très très belle performance. Non, totalement, non, je suis conscient, et c'est aussi pour ça que cet échec-là ne m'a pas impacté euh, de façon négative. Je l'ai vu, au contraire, j'étais content. Parce que ça faisait longtemps, justement, l'année 2025 a été avec beaucoup de chance et beaucoup de travail, très positif. J'ai réussi tout ce que j'ai entrepris, tous les gros challenges, toutes les grosses compétitions, tous les objectifs que je m'étais mis, je les ai réussis. Et donc, au final, j'étais content d'échouer parce que je me suis montré que Antoine, t'es humain, t'es comme tout le monde. Tu vas échouer, ça fait partie aussi du process. Et justement, sans cet échec, peut-être que tu n'aurais pas trouvé cette erreur-là, tu n'aurais peut-être pas trouvé ce défaut-là, tu n'aurais peut-être pas pu t'améliorer là. Donc au final, non, je suis très content d'avoir échoué et j'ai juste en fait hâte de pouvoir reprendre le sentier et réaliser ce parcours entièrement. Et non, le mental, je pense que déjà il y aura moins de stimuli pour abandonner parce que je partirai beaucoup plus tôt. Et donc en journée, je sais que j'aurai moins de chances de flancher. Et surtout que je le travaille de façon assez différente dans plein de types d'entraînements dans mon quotidien pour me justement en fait pousser cette barrière d'abandon en fait, hein, parce que c'est comme un muscle en fait. Plus on va se mettre dans des endroits inconfortables à faire des choses qu'on n'aime pas, qu'on n'apprécie pas, qu'on se sent pas bien, plus en fait on va creuser cette grotte de nos limites, cette barrière mentale, et on va la repousser en fait jusqu'à l'abandon. Donc il faut passer du temps dans ces endroits inconfortables, dans ces moments inconfortables, pour pouvoir, le jour J, savoir comment agir en fait, quand on est dans cet endroit-là. Ouais, c'est exactement ça que je voulais savoir. Ouais, c'était ce point-là, parce que c'est comme par exemple une séance, on va dire, d'intensité. Peut-être on va se fixer pas tant d'objectifs au début que quand on débute. Et après, on va revenir un mois après, et puis on va vouloir faire quand même mieux. Et c'est vrai que des fois, même quand on vient d'abandonner, on sait que si on revit la même chose, on va au moins aller un peu plus loin, parce qu'on sait qu'on ne peut pas refaire la même chose, quoi. C'est sûr, on s'est entraîné pour, on a fait les choses différemment. Donc, quand la même situation exacte, bon, ce qui n'arrive évidemment pas parce que c'est jamais exactement pareil, mais si on schématise un peu, c'est vrai qu'on pousse toujours à aller un peu plus loin. Et aujourd'hui, tu parlais aussi de préparation physique, en tout cas mentale, Mhm. de par bah, les séances, tout ça. Là, aujourd'hui, tu en es où dans ta préparation physique? Comment tu te sens physiquement, mentalement, là, à quelques jours de faire cette traversée par rapport à quand tu as réalisé cette première traversée? Je me sens très très bien, en fait je me sens prêt, je pense que c'est le mot. La dernière fois quand on s'est lancé dans cette traversée, c'était une nouvelle aventure, donc on allait la faire, mais il n'y avait pas cet objectif vraiment de se dire, tu vois, il y a quelque chose de supplémentaire là cette fois-ci où je me suis vraiment visualisé,
je l'ai déjà vécu, je sais à quoi m'attendre, je sais comment ça va être. Donc non, là, il y a plus d'excitation, il y a plus de préparation. Non, je me sens prêt, bien sûr, je me sens totalement prêt, physiquement, mentalement. Tout est aligné pour que je réalise correctement et surtout, j'aimerais le réaliser avec un temps où je pulvérise en fait ce que j'allais faire normalement si j'avais continué cette première traversée. Et est-ce qu'il y a quand même malgré tout l'organisation que tu as mis en place, le retour que tu as eu sur ta propre expérience, est-ce qu'il y a quand même des choses que tu redoutes, soit au niveau de l'organisation, peut-être du parcours, est-ce qu'il y a des points, peut-être même des points, peut-être des difficultés qui t'avaient un peu marqué, que le fait de revenir des fois 2 fois sur la même chose Mm, peut avoir conscience d'une certaine quand même difficulté, qu'on n'avait pas, on avait l'insouciance de la première fois? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent te porter un peu doute tout en étant géré, mm, contrôlé, mm. mais quelques petites incertitudes en tout cas sur cette traversée? Ouais, si je dois citer des choses, j'en citerai deux. La première, je citerai, bah, on arrive en octobre-novembre, donc forcément des plus basses températures, potentiellement peut-être même de la neige. À certains sommets à 1007, il neige, hein. Donc il y a ce petit point-là, cet aspect un peu météo froid qu'il faudra bien prendre en compte, c'est-à-dire que plus de poids sur nous, plus de vêtements, plus de choses. Et deuxième chose, bah, ça peut être ce dernier en fait passage que je n'ai pas effectué de 62 à 70 que je ne connais pas en fait au final. Donc hâte de voir un peu ce que ça va être. Toujours cette excitation de découvrir un nouveau terrain et d'aller jusqu'au bout, jusqu'au lac au final. Donc ouais. Et cette fois-ci, je ne prendrai pas la route. On va prendre des sentiers, des magnifiques sentiers. Ouais, plus de bitume, plus de route. Bon, déjà, C'est tu as ça. déjà eu fait 42 kilomètres, tu pourras bien te passer de 6 kilomètres de route, je pense. Ouais, c'est ça. Sur cette traversée, au final, quel est ton objectif principal cette fois-ci? Est-ce que c'est de finir coûte que coûte, ou d'avoir une meilleure gestion, ou bien d'aller chercher une émotion précise sur cette traversée? Je pense que ce que je vais rechercher principalement, ça va être la gestion. Ouais, ça va être en fait d'arriver avec ma stratégie nutritionnelle et stratégie d'allure à déjà réaliser un bon temps, une question de performance. Je vais le finir, ça c'est sûr, mais une question de performance de réaliser un bon temps, mais tout en ayant très bien vécu la course en termes de ressenti. En ayant un ressenti, c'est-à-dire déjà une très bonne digestion sur toute la nutrition que je vais utiliser dans la course, d'avoir une bonne gestion aussi toujours des points d'eau, ne jamais manquer d'eau, donc trouver les bons endroits, et surtout laisser place à ce que je recherche vraiment dans le trail et dans l'aventure, c'est en fait découvrir, découvrir de nouveaux sentiers, de profiter de la beauté de ce que je trouve autour, de voir des gens, de voir des animaux. C'est aussi ça que je vais vraiment rechercher au final. Donc c'est plus ce sentiment de liberté, de me dire que je traverse quand même deux villes, c'est assez exceptionnel. Je réalise quelque chose que il y a peut-être 2 ans, quand je faisais 95 kilos, jamais de ma vie j'aurais pensé faire. J'ai encore sur Strava enregistré ma première course, qu'on pourrait même l'afficher sur l'écran si jamais, mais c'est une course où je fais 3 km. Il est 2 heures du matin en Suède, il fait, je sais, moins 2 degrés à 2 heures du matin où je marque en fait sur Strava start of running et je mets mon poids égal à 95 kg, donc je commence et je suis motivé et je fais 3 km en 28 minutes avec 4 pauses. Je le vois encore sur l'allure, tu vois, 4 pauses qui est marquées. Et donc je me dis en fait, cet Antoine-là, jamais de la vie, il aurait pensé relier deux villes comme ça, en aventure, en autonomie, faire 62 km et 3500 mètres de D+, comme je l'ai fait. Et donc là, ouais, c'est une chance déjà de pouvoir faire ça, et je me rends compte, donc je suis quand même énormément dans la gratitude de me dire que pas tout le monde est capable de faire ça, et que l'ancien Antoine aussi ne l'était pas capable. En termes de distance, ou en tout cas temps d'effort, distance, ça resterait ta plus grosse performance à ce niveau-là? En course à pied, oui, totalement, ouais. Course à pied, c'est par rapport à, tu as fait dans d'autres disciplines où tu aurais fait plus de temps? En vélo, en fait, j'ai utilisé le vélo, le cycliste, pardon, pour m'aider justement dans ma préparation course à pied. Donc quand par exemple je sors d'une compétition, que je vais pas reprendre la course directe, bah, j'ai plutôt pédalé. Ou quand je vais compléter une journée, j'ai pas envie de refaire un run, je vais aller pédaler aussi. Donc j'aime bien ça. Et j'ai aussi adoré le fait qu'en fait en vélo, tu peux faire des plus grandes distances et surtout passer beaucoup de temps à l'effort. En fait, ce que je trouve super important dans l'ultra endurance, c'est que au début, quand tu prévois des grandes traversées comme Annecy, Chambéry, Chambéry-Annecy, euh, il faut habituer ton corps à être dans l'effort autant de temps. C'est super important en fait, parce que quand tu passes d'un marathon en 3h28 et d'une traversée qui va durer 12 heures, ça n'a strictement rien à voir. Tout est différent. Et donc, je me suis dit, je vais aller chercher des grosses distances en vélo pour en fait habituer mon corps à être 10 heures, 12 heures, 15 heures, 20 heures dans l'effort pour que le jour J,
mon corps soit déjà un peu plus habitué à prendre des glucides dans l'effort, à être pendant l'effort pendant longtemps, ce genre de choses. Et donc, j'ai fait des belles traversées aussi en vélo, comme par exemple, juste après la traversée Chambéry-Annecy, je suis parti en août et j'ai fait la moitié de la France en vélo. Donc ça représente un parcours de 580 km et 4500 mètres de D+. C'est une aventure sur 3 jours qui était exceptionnelle, où en fait je suis allé rejoindre mes parents qui étaient à la mer en surprise, et donc je leur ai fait la surprise comme ça en venant avec mon vélo. Et donc j'avais prévu pareil tout l'itinéraire, toute ma stratégie nutritionnelle pour partir en autonomie d'un point A et d'un point B et faire 500 km de vélo. Donc ouais, le vélo, tu le vois plus comme une discipline de cross-training ou vraiment un jour tu te dis, bon, peut-être que la course à pied, j'aurais fait un peu mon temps ou vu un peu ce que je voulais voir et tu vas peut-être basculer avec le même type de projet, un peu ultra distance à vélo. Non, je pense que, en tout cas pour l'instant, le Antoine de demain dira peut-être pas la même chose, mais pour l'instant c'est vrai que c'est plus du cross-training, mais pour autant, c'est-à-dire que j'ai pas envie d'en faire ma discipline principale, mais j'ai envie de pousser là-dedans aussi. Parce que ça me permet encore une fois d'être un très très bon entraînement pour ma course à pied, pour mon trail, mais aussi je retrouve cet aspect d'aventure, de découverte, d'exploration aussi dans le vélo. Tu vois, quand j'ai fait la traversée de la moitié de la France, j'ai découvert des villes, des départements, des régions que j'avais jamais découvert de ma vie. Donc c'était exceptionnel en fait, j'ai pu découvrir des coins où je me suis dit mais waouh, en fait ça existe en France. Si je serais jamais sorti avec mon vélo de chez moi, j'aurais jamais pu découvrir ça. Donc non, non, j'ai plein d'idées en tête pour continuer à faire des gros challenges aussi en vélo. J'aime bien ça et pourquoi pas aussi. C'est marrant parce que j'avais eu plein d'idées et puis Kian Jornet a réalisé d'ailleurs ces derniers jours un exploit State of Elevation où il a parcouru pendant un mois une grosse partie des États-Unis. Ça représente 5000 km, 125 000 de D+, enfin un truc phénoménal. Oui, justement, mix vélo et course à pied. Et c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Donc faire en fait un gros parcours en vélo, puis un grand parcours en course à pied et faire une grosse distance au final comme ça. Je trouve ça intéressant. Hein. Bah, c'est vrai que ça permet de, ouais, comme tu dis, ça permet de combiner, puis surtout le vélo donne accès quand même à des distances beaucoup plus grandes. Et Totalement. c'est vrai qu'en termes Mm, d'aventure, ça reste, voilà, c'est l'aspect découverte, nouvelle région, c'est autre chose, c'est tout autre chose. Mais en tout cas, c'est intéressant de savoir comment toi tu l'intégrais dans ta préparation. Et je voulais également savoir, c'est une question que je pose à tous mes invités, comment toi aujourd'hui tu intègres ta pratique sportive au sein de ta vie professionnelle et puis ta vie personnelle. C'est une très bonne question parce que mine de rien, ça touche à tout le monde, hein, qu'on soit athlète de haut niveau, qu'on soit juste passionné, qu'on soit débutant. Euh, Au début, quand j'ai commencé ça, donc c'était plus comme un loisir, un moyen de couper un peu le stress et de perdre du poids. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à prendre plaisir. Je pense que cette notion de plaisir, elle est aussi importante parce qu'au début, on prend pas forcément plaisir à commencer la course à pied ou les sports d'endurance. En tout cas, dans mon cas, c'était pas vraiment du plaisir à 95 kilos en Suède. Et au fur et à mesure, mais en fait, on commence à avoir un peu plus de discipline. On se dit bon je vais peut-être prévoir un créneau en fait dans mes journées pour aller courir. Donc déjà, ça devient un créneau. Et puis en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé comme je l'ai dit plusieurs fois dans ce podcast, c'est que j'ai commencé à être obsédé par ça. Donc c'était la première chose que je mettais sur mon agenda avant même le reste. Et donc moi, j'ai commencé, on va dire, le sport d'endurance quand j'étais encore en CDI. Puis ensuite, je suis passé en temps plein sur ma société que j'avais créée en 2021. Donc là, j'ai pu ajuster mon planning un peu à ma façon jusqu'à qu'on ouvre des bureaux où là du coup j'avais des employés qui venaient au bureau, donc je devais faire mon sport avant le matin et après le soir, un peu comme tout le monde au final. Donc là j'ai mis une structure où je me mettais un créneau de sport je me levais à 5h30, donc de 5h30 jusqu'à 8h, et de 8h à 9h je me préparais pour aller pour commencer ma journée. Et après le soir, après 20h, j'avais un deuxième créneau de sport où je faisais par exemple une petite course le soir et une séance de musculation renfo au bas du corps ou du corps le matin. Et c'est comme ça que je me structurais. Et voilà. Et après, en fait, je m'adapte toujours par rapport à mon agenda de ce que je fais dans mon quotidien, côté pro, côté perso, et j'essaie de mélanger pour avoir une bonne organisation. Mais je pense que le point le plus important à retenir de ta question, et ce que vraiment je peux laisser aussi dans ce podcast-là, c'est que tout le monde, selon moi, même si on n'aime pas ça, on devrait tous avoir un planning, un agenda avec des créneaux, même si c'est pour des choses qui soient de passion de base, on n'a pas envie de planifier. Je trouve ça super important en fait de pas avoir cette chose de se poser des questions de quand on va faire les choses et d'avoir cette fluidité de juste devoir suivre l'agenda. Et ça, pour moi, ça a été un élément déclencheur aussi sur ma productivité. Donc, je recommande à tout le monde de le faire, de dire que le dimanche, avant de finir sa semaine, on prévoit la semaine d'après. Cette semaine prochaine, j'ai mon CDI classique de 9h à 20h. Donc, je vais faire du sport le matin ici, le soir ici. Là, je peux faire ça. Là, je vais prendre du temps avec ma copine. Là, je vais aller au ciné. Essayez de prévoir un peu. Le but, c'est pas d'être maniaque,
ne pas d'être trop mathématique, trop prévu, mais d'avoir une bonne organisation et une fluidité et une liberté d'esprit en fait. De décharger en fait sa tête, tout simplement. Ok, ouais, je vois l'idée globale. Effectivement, ça peut amener pas mal aussi de visibilité sur ce qu'il y a à faire. Et ça permet surtout de ne pas se poser la question et de ne pas se laisser de plan A, de plan B, de penser. Au moins, c'est vrai que au niveau de la charge mentale, ça peut simplifier peut-être pas mal de choses. En tout Tout à cas, fait. à essayer à chacun cette méthode-là. Et on va parler également réseaux sociaux, parce qu'on a parlé en off Bien sûr. sur la qualité de tes contenus. Je veux savoir par rapport à ces réseaux, je parle de Instagram notamment, quel est le message que tu veux faire passer? Parce que tu pourrais très bien faire tout ce que tu fais là sans en parler à personne. Bien sûr, Tu tout à éprouverais, fait. je pense, le même plaisir. Mais soit quand on partage, surtout avec une telle qualité qui est quasiment professionnelle, c'est qu'on cherche quand même quelque chose. Et je veux savoir, toi, quel est ton objectif là-dedans? Je le fais vraiment par passion. J'aime ce que je fais, j'aime ce que je crée, pour la simple et bonne raison que euh, le Antoine qui faisait 95 kilos et qui était enfermé dans sa chambre tous les jours à bosser à distanciel en Suède, il aurait adoré avoir une personne comme ça en fait qui était comme lui et qui a réussi à faire quelque chose, à se lancer un défi, à commencer une nouvelle discipline et à commencer à être bon là-dedans. Et j'aurais adoré être inspiré par une personne comme ça. Donc je me suis dit en fait au fur et à mesure que j'évoluais moi, je me suis dit mais en fait il faut que je documente ça parce que peut-être que ça peut permettre à certaines personnes de se dire bah en fait Antoine il a rien de différent de moi. Il était comme moi et il était peut-être même pire que moi sur certains aspects il n'y a pas si longtemps. Et pour autant, aujourd'hui, il se lance des défis, des choses qui paraissaient impossibles. Et pourquoi j'en serais pas capable en fait? Bah si, j'en suis capable. Donc moi aussi, je vais prendre en main, moi aussi je vais lancer ce projet, moi aussi je vais parler à cette personne à qui j'ai peur de parler, moi aussi je vais me lancer dans cette discipline parce que je me sens pas légitime et je vais quand même me lancer. Et c'est vraiment ce message-là de se dire qu'en fait, on peut façonner notre vie comme bon nous semble. Même si on a du mal à le concevoir, on a vraiment 100% des choix de pouvoir créer la vie qu'on a envie de vivre et de se lever tous les matins en étant passionné par ce qu'on fait avec le sourire de se dire on va passer une bonne journée parce que j'ai bossé pour, j'ai changé ça, j'ai mis en place ça et je suis heureux de ce que je fais. Et j'ai vraiment envie de passer ce message-là, de se dire que c'est à la portée de tout le monde et que c'est pas forcément hors de portée, qu'on n'a pas forcément besoin de devenir obsédé ou qu'on n'a pas forcément besoin de faire des nuits blanches, mais qu'avec des petits efforts, des petits impacts au fur et à mesure, on peut avoir de grands changements sur le long terme et que c'est à la portée de tout le monde. C'est vraiment le message que je veux donner, de pousser des gens à sortir un peu de chez eux, de découvrir la planète, de mettre des challenges de voir un peu plus grand. Parce que c'est vrai que dans notre quotidien, et ça a été le cas pour moi dans une grosse société comme Volvo, c'est qu'on a l'habitude en fait de se faire enfermer un peu dans un enclos, dans une box, par des barrières. Euh, et très souvent, quand on est trop souvent dans cette box, on a du mal à concevoir que c'est possible d'en sortir ou de faire autre chose, de changer de job, d'avoir cette discussion qui fait peur. Alors qu'en fait, non, les barrières sont fictives, on peut juste les casser et tout se permettre. Et c'est ça que j'ai envie de laisser comme empreinte, on va dire. Bah, en tout cas, allez suivre Antoine sur Instagram. Son compte, c'est Tripose Antoine. Comme ça, vous pourrez suivre cette aventure-là, puis je pense bien d'autres qui vont suivre. Et alors, peut-être pas intermédiaire, parce que là, on approche de la date, mais en tout cas, toutes les prochaines, elles seront à suivre sur ce compte-là. Écoute, merci déjà, Antoine, d'avoir pris le temps de nous expliquer ce projet, ta passion, ton chemin, ton parcours. Mais on va pas quand même se quitter comme ça. J'ai pour habitude de laisser le mot de la fin à mon invité. Donc, c'est un moment dans lequel tu vas pouvoir parler du sujet qui te fait plaisir, peut-être à approfondir un sujet qu'on a déjà abordé ou quelque chose de totalement différent. Et comme d'habitude, tu as le temps que tu désires sur le podcast. C'est ton moment à toi. Je te laisse la plateforme. Bah, déjà, avant toute chose, Alexandre, un grand merci encore une fois pour ton invitation. J'adore ton contenu, je pense que beaucoup de gens l'adorent aussi. Et sans toi, on ne découvrirait peut-être pas d'autres visages, d'autres personnes et leur intimité et la façon, on va dire, cachée de leur parcours. Donc merci encore une fois à toi. Merci Petit à toi. message que j'aimerais laisser. Je pense que c'est une citation que j'utilise beaucoup aussi avec mes athlètes que j'accompagne dans leurs aventures. C'est seuls ceux qui osent aller trop loin découvre jusqu'où il est possible d'aller. En fait, cette phrase, elle transpire l'aventure, elle transpire la découverte dans tous les sens. Parce que quand on parle d'aventure, d'exploration, on parle de l'exploration de notre planète, de la beauté de la nature, des montagnes, des plages, des volcans, mais on parle aussi de nous en fait, de l'intérieur, de se découvrir nous, de partir à l'aventure à l'intérieur de nous.
de découvrir qui on est vraiment, de découvrir quelle est notre mission de vie, de qu'est-ce qui nous drive dans la vie, qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qu'on est réellement capable de faire, et quel est notre potentiel. Mais j'aime pas le mot potentiel, mais qu'est-ce qu'on peut vraiment faire en fait. Et tout ça, on le découvre uniquement quand on fait des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, quand on ressent des sentiments, des sensations qu'on n'a pas l'habitude de ressentir dans notre quotidien. Et ça, uniquement quand on se lance des petits défis, quand on se lance des petits challenges. Ça veut pas dire traverser la moitié de la France en vélo, on est bien d'accord, mais ça veut dire faire des choses où on n'est pas à l'aise, d'aller parler à une personne dans la rue, lui dire ouais, la personne a une veste qui était intéressante, bah on lui dit bah t'as une très belle veste. En fait, des petites actions comme ça qui nous sortent de notre confort. En fait, ça ouvre le champ des possibles. Et on se rend pas compte parce que les gens, ils vont toujours faire attention à l'impact d'un effort. Mais en fait, si tu regardes l'impact d'un effort, de juste dire à la personne qu'il a une belle veste, ou juste d'aller courir une fois sous la pluie, c'est sûr que ça va pas avoir de gros impact, d'impact profond. Mais à force de répétition, à force de constance, l'impact il est énorme et on se rend pas compte, c'est que ça change une vie en fait. Ça ouvre le champ des possibles. Ça ouvre littéralement le champ des possibles. Bah écoute, merci Antoine comme pour ce message et on se retrouve tout ça bientôt pour la partie 2 de cet épisode qui sera le débriefing. Mais avant ça, ce sera ta partie à toi d'aller faire l'effort entre Chambéry et Annecy. Puis on pourra suivre ça sur ton compte, sur le compte du podcast également. Et hâte de pouvoir débriefer tout ça et savoir si ce que tu as tiré de ta première expérience sera servi pour ta seconde. Et en tout cas, en espérant que tu ailles au bout cette fois-ci de ton aventure et que tout se passe comme tu le souhaites en tout cas. C'est une certitude. Un grand merci à toi Alexandre, c'était génial. Merci à toi. Au plaisir. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager avec tes proches et à donner ton avis en laissant une note sur ta plateforme d'écoute. Cela contribuera à augmenter la visibilité du podcast et à avoir des invités toujours plus incroyables. Et pour ne rien manquer des prochains épisodes, je t'invite à t'abonner au podcast. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure.